si je vous dis Marius et Jeannette, vous pensez à Ariane Ascaride. On dit souvent que c'est le rôle qu'il a révélé. C'est un film qui a été réalisé par son époux, Robert Guédillon, qui l'a d'ailleurs fait tourner dans tous ses films, on va dire. Un rôle qui lui a valu un prix d'interprétation, elle qui en a obtenu beaucoup tout au long de sa carrière, des prix d'interprétation. Une carrière donc au cinéma, mais aussi au théâtre. Et c'est d'ailleurs pour nous parler de l'un de ses rôles sur scène, sur les planches, qu'on a le plaisir de l'accueillir ce soir dans Lumière Intérieure. Bonjour Ariane Ascaride. Bonjour. Bonjour, bienvenue, on est ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Installez-vous confortablement. Donc, je le disais, effectivement, vous êtes sur les planches, dans une pièce qui se joue au théâtre du Lucernaire, plus précisément. Et vous êtes dans cette pièce aux côtés de Didier Bezas. Vous nous donnez à découvrir ou à redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà, des textes absolument sublimes d'un des couples les plus célèbres de l'histoire, des couples d'amoureux les plus célèbres de l'histoire, Louis Aragon et Elsa Triolet. Que vous inspirent ces deux personnes ? Alors, si vous voulez, Louis Aragon et Elsa Triolet sont des gens qui m'accompagnent depuis longtemps. Moi, je suis une grande lectrice, vous voyez. Et en fait, Aragon, ça n'a pas commencé en le lisant. Ça a commencé avec Jean Ferrat, qui avait mis en musique pas mal de ses poèmes et qui avait fait un album. Je pense que ça doit être dans les années 70, je ne sais plus à peu près quand, et qui a eu un succès absolument incroyable, dingo en France. Et quand même, ces chansons, il y avait des paroles dans ces chansons qui ont fait que quelqu'un comme moi s'est dit, mais qui c'est qui écrit ça, quoi ? Qui c'était Aragon ? Je ne savais pas qui c'était. Et donc ça a commencé avec des poèmes, et puis je me suis rendu compte qu'Aragon avait écrit des romans. Et il y a un roman d'Aragon qui pour moi est très important, qui est Aurélien. Et Aurélien, en même temps qu'Aragon écrit Aurélien, en même temps Drieux-La Rochelle écrit Gilles. Drieux-La Rochelle et Aragon sont deux auteurs qui sont des jeunes gens qui ont fait la Première Guerre mondiale, qui sortent de la Première Guerre mondiale assez troublés, traumatisés par cette immonde guerre, parce que c'est quand même une immonde guerre, c'est une boucherie. Et ils vont écrire ces deux romans, enfin Drieux-La Rochelle écrit Gilles, Aragon écrit Aurélien, qui sont deux romans de l'entre-deux-guerres, et où ils vont raconter la France des années 20, cette drôle de France où en même temps il y a, les gens se lâchent, quoi. Quand même, hein. Les gens se lâchent et en même temps il y a une transformation de la société. Ces deux Auréliens comme Gilles sont deux personnages qui font encore partie d'une espèce d'aristocratie ou en tout cas d'une très grande bourgeoisie parisienne. Et en fait, ils ont fait chacun le portrait de l'autre. C'est ça qu'il faut savoir. Et puis, au fur et à mesure, l'écriture d'Aragon, on se rend compte, enfin pour moi, Aragon, c'est comme Victor Hugo, quoi. C'est un immense, immense, immense auteur qui manie la langue française d'une manière absolument incroyable. Et je ne veux pas vous raconter toute ma vie, mais à cette époque-là, il y avait, quand j'avais le droit de regarder la télévision, il y avait une émission que faisait un chanteur qui s'appelait Guy Béard, et qui s'appelait Bienvenue, je crois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus très bien. Et un soir, il y a invité un drôle de couple, et c'est un monsieur qui s'appelle Louis Aragon, donc je vois pour la première fois Louis Aragon, je vois la personne, et à côté de lui, une petite dame, avec des yeux très très clairs, et qui a un foulard comme ça, les cheveux tirés, puis un foulard, ou un grand bandeau, quoi, en tout cas. Et c'est Elsa Triolet. Et on présente vraiment ce couple-là, qui est un couple quand même très, très important, quand même, parce que Aragon, comme ça, je comprends qu'Aragon a fait plus ou moins partie des surréalistes dans les années 20, et puis qu'il était complètement barjot, qu'il s'habillait d'une manière insensée, et puis qu'un jour il rencontre cette fille qui s'appelle donc Elsa Triolet, puis que cette fille Elsa Triolet, en fait, elle a une sœur qui s'appelle Lily Brick, et que sa sœur, ça a été la femme de Mayakovsky. Au fur et à mesure, je découvre
parce que je les ai vus à cette émission de télé, je découvre des tas de choses. Maïakovski, mais qui est Maïakovski? Maïakovski, c'est un immense poète russe qui a vécu la révolution russe. Enfin, et puis elle se retrouve là, Elsa Triolet, elle rencontre Aragon, ils vont s'aimer, ils vont écrire. Et il va y avoir cette espèce de chose incroyable qui s'appelle les œuvres croisées. Hein, les œuvres croisées, Aragon et Elsa Triolet. Et ils écrivent tous les deux. Et donc, à un moment donné, je me mets à lire Elsa Triolet. Et là, je tombe amoureuse d'une femme. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Aragon. On présente souvent Elsa Triolet comme étant sa muse. Ouais. Mais on oublie de dire que c'est elle aussi une très grande romancière extraordinaire, qui est d'ailleurs la première femme, hein, si je ne dis pas de bêtises, à avoir reçu le Goncourt. Mais bien sûr. Mais c'est une romancière incroyable, Elsa Triolet. Et c'est vrai qu'on la connaît pas beaucoup. On la connaît comme la muse, la femme d'Aragon. Un peu réducteur. Oui. Et moi, je commence à lire un premier livre qui s'appelle Rose à crédit, qui est un livre incroyable sur l'arrivée de la modernisation dans les années 50, du crédit. Ça s'appelle. Il y a toute une période de ces romans qui s'appelle l'âge de nylon. Et c'est vraiment l'âge de nylon, c'est tout ce moment-là où arrive le formica, arrive le crédit pour acheter un meuble, les bas en nylon, la manière de s'habiller, où ça, c'est la fin des années 50, où on commence à mettre des couleurs dans les vêtements des femmes, les escarpins, et tout ça, la manucure, les salons d'esthétique. Et ça, elle le fait découvrir dans son œuvre, elle donne à voir ce qu'a été cette transformation. Ça, absolument, la consommation. Parce que Rose à crédit, c'est une jeune femme qui va en mourir de la consommation. C'est un très très beau roman que je recommande d'ailleurs. Et donc, quand Didier Bezas m'a proposé de faire ça, c'était comme un cadeau, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que la rencontre avec ces deux-là, quand je dis ces deux-là, c'est avec Louis Aragon et Elsa Triolet, finalement, je réalise en vous écoutant qu'elle date, pas d'hier au moment où Didier Bezas vous a proposé ce projet, mais qu'en fait, c'est quelque chose qui remonte à très loin dans vos souvenirs d'enfance. Ça remonte à plus de 30 ans, vous voyez, vraiment. Et c'est... Et donc, quand on me propose de faire ça, d'un coup, c'est comme un cadeau, parce que c'est comme parler des gens qui m'accompagnent depuis longtemps. Voilà, comme faire entendre. Alors, faire entendre en plus avec des textes, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a des textes que tout le monde plus ou moins connaît. Il y a de tout, il y a des textes connus, des textes moins connus. Alors on va quand même redonner le nom, ou redonner le nom de cette pièce qui s'appelle Il y aura la jeunesse d'aimer, qui se joue donc au Lucernaire. Et en fait, c'est une lecture à deux voix, voilà, avec Didier Bezas. C'est un petit concert de musique de chambre. Moi, j'aime bien dire ça, comme si on était deux virtuoses, deux concertistes. On fait un truc comme ça. Et parce que la poésie est, en tout cas moi, ma manière d'appréhender mon travail de plus en plus, c'est un peu, ça a plus à voir maintenant avec la musique, c'est-à-dire parce que c'est de faire entendre les mots, les sons, et de faire entendre les respirations. Enfin, notre instrument à nous acteurs, c'est la voix, c'est quelque chose de très musical, et effectivement ça se prête très bien, ce côté musique de chambre, à ces textes. Alors ces textes, on le disait à l'instant, il y en a des très connus, il y en a des beaucoup moins connus. Est-ce qu'il y en a un, alors c'est toujours très difficile de choisir, mais est-ce qu'il y a un texte qui vous touche en particulier? Alors qui me touche, c'est certainement un de ceux qui est le plus connu, qui est Les yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa. Et c'est parce qu'il faut vraiment l'entendre, parce que Les yeux d'Elsa, j'ai rarement lu avec autant de talent, de génie, la désespérance d'un homme. La désespérance d'avoir perdu l'être qu'on aime. Et vraiment, il était désespéré. Il était vraiment désespéré que Elsa meure. Et il écrit ce poème qui est une chose incroyable, quoi. C'est de dire, tes paupières sont fermées, donc tu peux plus me voir, et moi, je ne peux pas voir ce que tu vois. Oui, ça donne vraiment à voir la profondeur de leur relation. Alors, il était vraiment d'autant plus espéré que c'était une femme extraordinaire, une romancière de talent, mais aussi peut-être ça qui a fait que vous êtes un peu tombée, comme vous le disiez, amoureuse d'elle, une grande combattante aussi, une combattante engagée, une femme très engagée. Au départ, c'est une résistante. Oui, c'est ça. Et ce qui est très joli, c'est qu'il y a quelques années, j'ai découvert son journal
quand elle était une jeune fille. Donc elle a écrit ce journal quand elle était à Moscou. Et c'est une jeune fille très frivole à cette époque-là. Et c'est ça qu'on ne voit jamais. Parce qu'Elsa Triola, on la représente toujours un peu comme sérieuse, comme résistante, combattante, son bandeau. Oui. Et puis, elle souriait pas plus que ça, quoi. C'est vrai qu'elle souriait pas plus que ça quand on la voyait dans les émissions, les choses comme ça. Mais ça a été une jeune fille très frivole qui adorait se faire raccompagner par des chevaliers servants dans des traîneaux au milieu de la neige à Moscou. Je conseille le journal d'Elsa Triolet parce que c'est à mourir de rire. On ne sait pas du tout qu'elle pouvait être comme ça. Qu'elle adore danser, faire aller dans des bals. Mais en même temps, oui, c'est une combattante, c'est une résistante. Et n'oublions pas qu'elle est juive non plus, hein. Et ils sont partis, ils sont allés à Avignon pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont cachés, ils ont caché des gens, ils ont sauvé des gens, et après ils ont continué à... Elle, jeune fille de la grande bourgeoisie soviétique, a cru pendant longtemps à la grandeur de l'Union soviétique. Et a fait partie aussi de cette jeunesse, puisqu'il y a des photos où elle est avec sa sœur, avec Mayakovsky, de ce temps, de début de la révolution soviétique, où effectivement les poètes et les artistes ont voulu vraiment croire en ça, et ont fait des propositions artistiques qui étaient quand même très intéressantes. Après, plus tard, ça n'a plus été vraiment ça. Mais voilà, et elle parle avec... Il y a un roman d'elle qui s'appelle Luna Park, où elle parle d'une femme qui fait des bandes dessinées, mais qui ne sort plus du tout de chez elle parce qu'elle est devenue obèse, parce qu'en fait, elle a été en camp de concentration et qu'elle a subi des traitements. On a fait des expériences sur elle. Et ça aussi, c'est qui était en camp de concentration parce qu'elle était résistante. La résistance revient assez régulièrement dans ces romans, c'est une chose importante. Et c'est vrai que je suis moi-même fille de résistant, que j'ai su ça très très tard, puisque mon père ne m'a rien dit, je l'ai appris après sa mort. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme ça. Donc ça vous a beaucoup touché. Ça me touche, oui. Et en tout cas, c'est vrai que c'est très, très agréable encore une fois, de découvrir ou redécouvrir quand on les connaît déjà ces textes. Alors je voulais vous demander comment vous est venue la passion du théâtre, parce que si j'ai bien compris, au départ vous étudiez la sociologie, ce qui sur le papier n'a que peu de choses à voir, quoique quand on regarde bien, effectivement, c'est un même intérêt pour les gens, pour l'espèce humaine avec un grand O et un grand H, et un même intérêt pour l'évolution de la société. Il y a quelque chose, une forme de posture d'observateur dans un métier comme dans l'autre. Et je me suis demandé comment vous étiez passé de l'un à l'autre et quelles étaient justement les similitudes éventuelles que vous envisagiez entre les deux métiers. Alors figurez-vous que je ne suis pas passée de l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand j'étais petite, mon père faisait du théâtre amateur. Donc, vous savez, normalement, les enfants, le dimanche, on les emmène à la campagne, respirer l'air. Enfin, je ne sais plus comment ça se fait maintenant, mais à mon époque, c'était comme ça. Il fallait aller à la campagne. Moi, je n'allais pas du tout à la campagne, j'allais voir jouer mon père, tous les dimanches, puisqu'il avait un autre métier, mais que le dimanche, il faisait du théâtre, il jouait. Et quand j'ai eu 8 ans, sa compagnie de théâtre a monté une espèce de fresque absolument démoniaque qui se passait sous l'Empire romain. C'est une pièce qui s'appelle Claude de Lyon. Et il y avait, entre autres, le personnage de Drusilla, qui est la sœur de Caligula, mais Drusilla petite. Et on m'a rien demandé, on m'a mis sur un plateau et on m'a fait jouer Drusilla. Or, il s'est trouvé que je trouvais ça extrêmement amusant. C'était une improvisation totale, vous n'étiez pas du tout prévenu que vous alliez monter sur scène? C'est-à-dire que mon père m'a dit, un jour, tu viens à une répétition. Ils m'ont fait faire, je comprenais pas très bien, ils m'ont fait faire, pas une impro, mais ils m'ont fait lire le texte de Drusilla, ce qu'elle avait à dire. Ils ont dit, oh bah ouais, c'est bien, et voilà. Et le truc le plus génial, c'est que ce jour, en fait, la première représentation, j'étais très étonnée, parce que je voyais tous ces adultes qui avaient très peur. Et moi, j'avais pas peur du tout, parce que pour moi, c'était la continuation de la cour de la récréation. D'accord. Je m'amusais. C'était tellement simple pour moi. Ça peut être impressionnant pour un enfant, quand même. C'est pas si évident de voir ça avec autant de décontraction. Ça peut être impressionnant pour un enfant de. J'avais pas du tout. J'ai pas du tout impressionné parce que vous demandez à un enfant, si vous regardez les enfants jouer dans une cour de récréation, ils disent, alors toi à ce moment-là, tu dirais ça, tu ferais ça, ok, d'accord. Et on dirait que toi tu serais ci, tu serais ça. Et ils le font naturellement. Donc moi, je faisais ça pareil, c'était naturel. Et donc, les gens ont commencé à dire « Ah, mais elle est formidable !» Donc,
J'ai dû continuer à faire du théâtre parce qu'il n'était pas question que je dise à mon père que je voulais plus en faire. Ça se passait pas comme ça. Et donc, j'ai continué à faire du théâtre. Jusqu'à l'âge de 12 ans où là, j'ai dit que ça commençait vraiment à me fatiguer. Donc, j'ai arrêté. Mais le truc, la magie du théâtre était rentrée en moi. Si vous voulez, ce que j'appelle la magie du théâtre, c'est pas ce que je faisais, c'était ce qu'est le monde du théâtre, qui vous permet de développer votre imagination, qui vous permet d'être, ne serait-ce que dans ce bâtiment qu'est un théâtre, d'être dans des coulisses, d'être dans une salle vide, pour regarder pendant des répétitions, d'être là, de pouvoir vous balader, de monter sur le balcon. Et ça, c'est une chose qui m'est restée, qui m'est toujours restée. Et donc, plus tard, quand j'avais 17 ans, en douce, sans rien dire à personne, je suis allée m'inscrire parce que je suis née à Marseille, j'habitais Marseille, je suis allée m'inscrire au Conservatoire de Marseille. Je suis entrée, j'ai passé un concours d'entrée, je suis entrée, et de là après, j'ai eu mes prix, et après, j'ai passé le concours du Conservatoire de Paris, tout en continuant mes études, car il était hors de question que je ne fasse pas des études, et donc j'ai fait des études de sociologie, qui m'ont en fait servi. Parce que qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis comédienne? Qu'est-ce que c'est le métier de comédien? C'est un métier de voleur. On vous regarde bouger, on vous regarde parler. On est tout le temps... Je regarde tous les gens que je croise, je les regarde. Parce qu'en fait, j'emmagasine des choses. Que je mets... comme si mon cerveau, il y avait un endroit comme un grenier. J'emmagasine des choses, et puis quand j'en ai besoin, je les ressors. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de similitudes qu'on ne pourrait le penser entre les deux métiers. Alors on va continuer à apprendre à mieux vous connaître à travers la deuxième partie de cette émission. Alors c'est une émission un peu atypique, pour une chaîne elle-même un peu atypique. Alors pourquoi je dis atypique? Parce que je vais sortir du champ, vous allez continuer à m'entendre, mais je ne serai plus physiquement présente avec vous sur ce plateau. En revanche, je vais vous faire réagir à des mots qui vont s'afficher sur l'écran qui est devant vous. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, vous pouvez mettre vos pieds sur leur pose-pied si vous avez envie, boire de l'eau. Et on se retrouve tout de suite. Ça marche. Allez, en avant. Comme je le disais, Ariane, je vais vous inviter à réagir à un certain nombre de mots. Le premier mot, qui est un mot qui ne vous est pas indifférent du tout, vous en parliez à l'instant, c'est le mot combat. Qu'est-ce qui vous inspire, ce mot? Je crois que j'ai pas beaucoup de mérite parce que je crois que je suis tombée dedans comme Obélix quand j'étais petite. Je suis née dans une famille qui était une famille populaire, mais où, comme je vous disais tout à l'heure, je ne le savais pas, mais mon père avait été résistant et avait eu des responsabilités dans la résistance. Et je crois que quand on a été résistant, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas du tout envie d'accepter la fatalité. On se dit que la fatalité, ça n'existe pas. On se dit qu'on peut combattre des choses qui vous semblent d'une injustice absolument totale. Et je crois que j'ai été élevée d'une manière assez floue. C'était pas, il n'y avait pas un discours comme ça qui était émis par mon père et par ma mère d'ailleurs. Mais l'injustice est certainement la chose que je supporte le moins au monde. Pour moi, un homme est égal à un autre, une femme est égale à une autre. Et il y a des gens que je vais appeler les possédants, des gens qui ont eu la chance, souvent, de naître dans des familles où on a de l'argent, pour dire les choses comme elles sont, où on a de la culture et où on a la possibilité de faire des choses. Et il y a des gens qui sont nés dans la misère. Et c'est pas pour ça qu'ils sont moins intéressants, et c'est pas pour ça qu'il faut les dominer. Et il faut, je pense, autant que possible, donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Pas tout le monde est au même niveau dans son expression, mais il faut donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Donc, quand je vois des choses qui sont l'expression même de la domination, je la combattrai toujours. Toujours.
J'allais vous demander justement ce sens du combat, de ce combat contre l'injustice. Comment est-ce que ça s'incarne chez vous? Est-ce que ça se traduit par une forme d'engagement? Vous savez, ce serait un gag de dire que je ne suis pas engagée, hein. Tout le monde le sait. Ouais. Je suis quelqu'un qui m'engage. Mais vous comprenez, je n'ai qu'une vie, quoi. Je n'en ai qu'une. J'aurais bien aimé en avoir beaucoup, mais je n'en ai qu'une. Et je ne veux pas la subir. Je veux pas. Je veux autant que possible, et c'est vrai que par moments, non, j'y arrive pas, mais je voudrais autant que possible pouvoir la gérer. Mais après, la vie, par exemple, m'a appris, un jour j'ai vécu un très gros tremblement de terre à l'étranger, et je me suis vraiment rendu compte que nous ne sommes pas grand-chose. Quand la terre se met à trembler, l'humain est une toute petite fourmi, il peut avoir tout ce qu'il veut, il peut être le plus riche du monde. Quand la terre tremble et vous ne pouvez rien faire. Mais rien. Juste, vous essayez de courir, de vous cacher. Enfin, voilà, c'est un truc de fou. Et ça vous apprend, entre autres, l'humilité, la grande humilité. Donc, je crois que je me suis un tout petit peu perdue. Elle est où votre question exactement? Au contraire, vous n'êtes pas du tout perdue et je vous écoute avec intérêt parce que j'imagine que quand on combat, il faut savoir faire preuve d'humilité aussi parce qu'on peut crier, s'époumoner, s'agacer. C'est parfois une petite goutte une goutte dans un verre d'eau. Alors c'est quoi la meilleure façon pour vous de combattre? Parce qu'effectivement... Par exemple, je vais vous donner en ce moment un de mes combats, c'est que je ne comprends pas. Mais vraiment, je vous assure, c'est pas des paroles en l'air. Je ne comprends pas. Comment on peut laisser des gens qui fuient l'horreur se noyer dans la Méditerranée? Et comment on peut empêcher un bateau, pour ne pas le nommer, l'Aquarius, de continuer à faire son travail? Comment nous, humains, on peut laisser d'autres humains se noyer sous nos yeux? Mais comment on peut se regarder dans un miroir le matin quand on se lève? C'est inimaginable. Je sais que c'est pas simple d'accueillir. Je sais qu'effectivement, je pense qu'il faudrait que tout le monde se pose la question et que les pouvoirs publics, parce qu'il y a des endroits, parce qu'il y a des immeubles vides, parce qu'il y a des possibilités et parce qu'il y a aussi pas que des expériences, des villages qui ont accueilli des gens, des immigrés, et ça se passe extrêmement bien. Des villages qui étaient en train de se dépeupler, où des immigrés sont arrivés, ils ont repris leur maison, ils ont refait des choses, ils construisent, ils plantent, ils s'occupent de la terre. Enfin bon, arrêtons quoi. Et puis de toute façon, ces gens qui passent la mer, mais ils vont pas nous envahir. Il y en a, c'est un pourcentage, mais ridicule de la population. D'accord? Et comment on peut regarder des gens, des enfants, des femmes, des hommes se noyer? Voilà, ça fait partie de mes combats. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça fait assez écho au second terme que je voulais vous proposer, qui est le mot déséquilibre. Déséquilibre. Je crois que je suis complètement déséquilibrée, moi, en fait. C'était pas par rapport à ça que je disais que ça fait écho, c'était par rapport à d'un côté ceux qui ont tout et de l'autre côté ceux qui sont... Voilà. Mais effectivement, déséquilibre... Si vous voulez, c'est intéressant parce que moi, je viens d'un endroit où j'avais rien. Je viens d'un monde... En fait, je ne devrais pas être là. Vous voyez? Si je suis là, c'est parce que je suis têtue comme une mule. Et parce que je n'avais pas compris que normalement, mon trajet, ça ne devait pas être celui que j'ai fait. Pour moi, vous voyez, c'était évident. Mon trajet, c'était je voulais faire ça. Et au fur et à mesure que j'essayais d'avancer, je me rendais compte qu'il y avait des tas de choses qu'il fallait que, un, je découvre, deux, que j'apprenne et que j'arrive à me faire accepter. Moi, je suis issue de l'immigration italienne. Je viens d'une ville qui s'appelle Marseille, une ville qui a été fondée, dont la fondation, la légende de la fondation est un homme qui arrive de la mer, un étranger, et qui va épouser la fille du chef du clan de cette calanque, parce que Marseille, c'est une grande calanque. Hein. Voilà.
moi je viens de cette ville-là. Donc si vous voulez, pour moi, le métissage, c'est une chose tout à fait normale. Mais je viens d'un milieu populaire, d'un milieu d'immigration, et où d'un coup, où je suis aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais je peux vous dire ce qui s'est passé. Je me suis battue tout le temps, et je continuerai à me battre, parce que je venais d'un endroit où normalement mon parcours était de rester dans cet endroit-là, c'était de reproduire. Je devais être juste dans la reproduction d'une classe sociale, qui est la classe de ceux qui ont rien, mais vraiment rien, je peux vous dire. Et c'est ce qu'on appelle en sociologie la mobilité sociale, voyez-vous. Je suis un produit parfait de la mobilité sociale. Et aujourd'hui, je me retrouve à fréquenter des gens que même ma mère n'aurait même pas imaginé que j'aurais pu fréquenter. Un produit de ce que Bourdieu appelait l'ascenseur social, et heureusement que ça existe. Pourquoi est-ce que vous disiez tout à l'heure « je suis déséquilibrée » Parce que je dis que je suis déséquilibrée parce que effectivement la manière dont la société française est constituée, alors maintenant on dit plus classe sociale, hein, enfin ça se dit pas beaucoup. Je crois que j'ai tellement jamais voulu l'accepter, même si j'en étais issue d'une classe sociale, que j'ai toujours marché un pied sur le trottoir et un pied sur la chaussée. Vous voyez, j'ai toujours été déséquilibrée. Et au fond, je crois que ça me plaît. J'ai pas envie d'être trop équilibrée. C'est très ennuyeux d'être ça vous réussit en tout cas. On sent, quand vous parlez de ce que vous êtes aujourd'hui, de la façon dont vous êtes construite, à quel point votre enfance, et c'est le troisième mot que je voulais vous proposer, à quel point votre enfance et ce qui s'est passé pendant cette enfance joue un rôle central, un rôle déterminant. Absolument. Et d'ailleurs, il y a longtemps, je vais vous le faire comme ça, parce que il y a longtemps, j'ai vu un spectacle d'un grand metteur en scène polonais qui s'appelait Cantor. J'ai vu un spectacle qui s'appelait La classe morte. C'était à Chaillot. Je ne savais pas du tout qui était ce metteur en scène. Je ne savais rien, j'avais rien lu. Je crois que, parce que des fois c'est des choses comme ça, c'était l'affiche, je crois, ou son nom, qui m'avait donné envie je ne savais pas ce que c'était, mais Cantor, voilà, ça me plaisait. Il y a des mots, vous savez, j'aime les mots. Donc ce mot-là me plaisait. Et dans ce spectacle, qui était un spectacle où il y avait reconstitué sur le plateau une classe avec des pupitres en bois, vous savez, comme au début du XXe siècle et au XIXe siècle aussi. Et il y avait des personnes qui s'asseyaient comme ça, c'était des vieilles personnes. Et c'était un spectacle très très beau, très 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 beau. Mais à un moment donné, dans ce spectacle, ces vieux élèves arrivaient du fond de la salle de classe et ils avaient tous, Cantor était et metteur en scène et plasticien. C'est très important parce que on peut pas comprendre Cantor si on ne sait pas qu'il est plasticien. Ils arrivaient tous avec un pantin collé sur leur corps et ce pantin représentait eux, enfants. J'en ai pleuré de peur ce jour-là. Et maintenant, quand j'y pense, en fait, ben voilà, moi, la petite Ariane, elle est collée. Je l'ai tout le temps collée à moi, quoi. Je peux pas m'en dépêtrer. J'ai même fait un spectacle écrit par Marie Desplechin à partir de choses que je lui racontais qui avaient à voir avec mon enfance. Un spectacle qui s'appelle Touché par les fées, qui est mis en scène par Thierry Tuonian, qui est un chorégraphe, où je raconte ça. C'est vrai que mon enfance est... Moi, je suis une fille qui a joué sur le trottoir dans la rue. Et c'est un truc génial de jouer sur le trottoir dans la rue. Je regrette, très peu d'enfants aujourd'hui peuvent jouer sur le trottoir. Mais mon enfance a été une enfance pas facile, solitaire, mais avec une possibilité d'imagination. En fait, j'ai hérité d'une chose. J'ai hérité de rien, mes parents, parce qu'ils n'avaient rien, mais d'une chose, et d'une chose fondamentale. Et c'est un trésor incroyable, c'est l'imagination. Et mes frères aussi, d'ailleurs.
Et, et nous sommes, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que nos parents étaient des personnages pas simples et pas toujours vivables, mais très hauts en couleur. On est marqué par ça, par notre enfance, très fort. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à la petite Ariane que vous étiez? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle à ce que tu voulais? À ce que tu rêvais? Voilà. Est-ce que je suis fidèle? Et vous avez des éléments de réponse? Je crois que... Ouais, en fait, ouais, je crois que je suis fidèle. Ah bah, elle serait contente, la petite Ariane. En tout cas, on sent beaucoup de cohérence. Elle serait... Ah, il y a une chose que je n'ai pas perdue d'elle, c'est son exigence. Elle était très exigeante, sans jamais le dire. Et ça n'a pas changé, pas du tout. C'est une grande qualité, en effet. Alors, un dernier mot que je voulais vous proposer, c'est le mot ciel. Le ciel. Alors, je viens d'un pays où le ciel est souvent bleu, très bleu, d'un bleu qui n'existe pas à Paris. Et c'est très important pour moi, ce bleu-là. Et le ciel, c'est aussi pour moi le pays des dieux de la mythologie et le paradis, même si je ne suis plus croyante. Mais le paradis, même si je pense qu'il n'existe pas, j'aimerais bien qu'il existe. En tout cas, pour des gens que j'aime, pour des gens que j'admire. Par exemple, j'espère bien que Montserrat Caballé est en train de chanter dans le ciel, là, en ce moment. Et que les anges l'accompagnent. Alors, vous voyez, c'est un truc très étrange, parce que je ne suis pas croyante, mais je suis respectueuse de la religion, complètement respectueuse de la religion. D'abord parce que le plus beau livre au monde écrit, c'est la Bible, pour moi. Parce que c'est des histoires absolument extraordinaires. Et que je trouve formidable de croire en Dieu. J'aimerais tant y croire. Parce que ça vous donne la possibilité de peindre ce que peint Michel-Ange ou Raphaël ou tant d'autres, de peindre la cathédrale d'Albi ou le Jugement dernier, qui a un machin que chaque fois que je peux aller le voir, je vais le voir. Vous savez, moi, il y a 2 endroits où j'adore aller. Et oui, c'est les théâtres et les églises. Et de temps en temps, quand je suis fatiguée, je rentre dans les églises. Et ma grand-mère maternelle était très croyante. Et elle avait comme patron Saint-Antoine de Padoue. Donc dès qu'elle avait perdu son porte-monnaie ou un machin, elle disait « Oh là là, il faut que j'aille mettre un cierge à Saint-Antoine ». Et ben voilà, et elle retrouvait son porte-monnaie. Ce qui fait que... Et donc je l'accompagnais. Et ce qui fait que j'adore aller dans les églises quand elles sont vides, enfin, quand... et je m'assieds. Et c'est maintenant, à mon sens, le seul endroit dans les villes où on peut récupérer. Parce qu'il y a du silence. Et que le silence devient une chose tellement rare dans les villes. Alors donc, je vais dans les églises de temps en temps pour réfléchir, ou pour ne pas entendre. Et peut-être m'entendre, moi, à l'intérieur, je ne sais pas. Et en même temps, vous voyez, le décorum des messes de Rome ou des choses comme ça, je le regarde comme un spectacle. Mais c'est un magnifique spectacle. Je l'accorde. Sublime, vraiment. Et ça m'émeut. Mais ça m'émeut parce que la religion, ça veut dire relier les gens entre eux. Et donc ces moments-là, c'est des moments d'humanité totale. Et ça, c'est génial, quoi. Et vous voyez,
Moi, le pape François, c'est mon pote, quoi. Je l'aime bien, quoi. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une même magie dans un style évidemment très différent entre une salle de théâtre et une église. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ce moment solitaire sur le plateau et je vous y rejoins tout de suite. Je vous attends. Alors on va reprendre le fil d'Ariane qu'on connaît bien l'une et l'autre. Comment ça s'est passé pour vous cette expérience de se retrouver seule sur un plateau? C'est comme un peu atypique, je vous le disais. En fait, ça fait très peur. Ah oui? Très peur. Et en même temps, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ces histoires d'exigence. Vous savez, moi je dis souvent, il y a des gens qui font du saut à l'élastique, qui se jettent d'un pont pour avoir une sensation. En fait, moi, quand je fais mon métier, je saute à l'élastique tout le temps. Parce que ce qui m'intéresse, c'est... J'ai toujours un peu besoin d'être dans une espèce de danger, quoi. Voilà, il faut que je me mette un peu en danger. C'est un peu idiot, hein. Cette décharge d'adrénaline, elle vous remplit quelque part? Elle vous remplit. Enfin, c'est pas forcément apaisant parce que Non, c'est pas du tout danger, non. apaisant. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est pas du tout apaisant. Qu'est-ce que ça vous apporte alors? Non, je crois que je suis une névrosée, ma pauvre. C'est surtout ça. Mais ça apporte effectivement, quand on est tout seul sur un plateau, c'est-à-dire que vous n'avez aucun... Il n'y a rien, il y a aucun appui. Vous pouvez... Voilà, c'est terrible. Mais alors, d'une manière étrange, le rapport avec le public, si vous tenez bien votre truc, le rapport avec votre public est absolument magnifique. Parce que du coup, les gens ils disent oh là là, la pauvre, elle est toute seule sur le plateau, il faut l'accompagner, quoi. Vous sentez ça? Il faut l'accompagner, il faut faire attention à elle. Oui, une très grande bienveillance. En tout cas, c'était très touchant tout ce que vous avez raconté. Et là, on sent bien que même si la croyance n'est pas là ou plus là, à quel point tout cet environnement, tous ces symboles, c'est quelque chose d'important et que malgré tout, il y a l'envie de croire à certaines choses parce que voilà, ça, mais bien on a sûr, envie d'y croire. J'ai envie de croire en l'homme. Vous voyez, avec toutes les inventions possibles de l'homme, mais j'ai vraiment fondamentalement envie de croire en l'homme. Et de temps en temps, il me rend dingue, et de temps en temps, vous voyez, par exemple, quand je vois ce gynécologue congolais qui a qui a reçu le prix Nobel, qui a reçu le prix Nobel de la paix, ou cette jeune femme, eh ben, moi je dis respect, quoi. Il y a voilà, c'est ça que j'ai. Ce qui m'énerve, c'est quand on dit vous voyez, quand je disais tout à l'heure, la fatalité pour moi ça n'existe pas. C'est quand j'entends les gens c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. On vous sent pas du tout désabusé. Pour le coup, on sent que vous avez envie de vous battre et que vous avez la rage en vous quelque part, mais au sens positif du terme. Alors la troisième partie de cette émission, on y vient, se présente un peu comme un questionnaire de Proust en quelque sorte. Et l'idée, c'est de vous inviter à dire très spontanément un certain nombre de choses, façon questionnaire de Proust, ce que faisait Bernard Pivot et d'autres. Alors, vous parliez tout à l'heure des mots que vous aimez par-dessus tout. Quel est votre mot préféré? Ensemble. Sans surprise. Il y a un mot que vous détestez, en revanche? Un mot que je déteste? Je crois pas. Injustice, peut-être? Injustice, ça, bien sûr. Cynisme. Si j'ai un mot à vous dire, c'est cynisme. Je déteste le cynisme et je déteste les cyniques. Pour moi, c'est la mort. Je disais tout à l'heure que vous aviez fait des études de sociologie qu'en parallèle, un peu derrière le dos de parents, vous êtes inscrite en cours de théâtre. Donc vous auriez peut-être pu devenir sociologue, mais est-ce qu'il y a en revanche un métier que vous n'auriez jamais pu faire? Un métier que j'aurais jamais pu faire. Patron d'entreprise. J'y serais pas arrivée. Il y a des patrons d'entreprise absolument formidables, c'est pas ça que je veux dire. Mais je n'ai aucun. Je n'aime pas le pouvoir. Le management, tout ça. Impossible. Vous parliez tout à l'heure du son des églises, et le son des églises, c'est effectivement souvent le silence. Est-ce qu'il y a un son, un bruit, au-delà de ce bruit qu'on peut avoir dans les églises, ou cette magie-là, un son qui vous est particulièrement cher? Ça, c'est un son qui m'est particulièrement cher. Un son qui m'est particulièrement cher, c'est le bruit de la mer.
ça, le bruit de la mer Méditerranée. Alors, je vais vous dire exactement. C'est le bruit de la mer Méditerranée en hiver. Ah oui, c'est précis. C'est pas le même qu'en été. Le bruit de la mer, le ciel bleu de Marseille que vous évoquiez tout à l'heure, ça vous manque? Oui, bien sûr que ça me manque. Mais ça me manque parce que, vous savez, c'est le ciel, la mer, l'air. L'air n'est pas le même. Et les sons ne sont pas les mêmes. Parce que je suis née dans une ville où souvent il fait beau, où les gens ont l'habitude d'être dehors. Et par exemple, vous voyez, un son que j'adore, c'est l'été, le matin, entendre les gens qui n'ont pas fermé leurs fenêtres parce qu'il faisait trop chaud pour dormir avec les fenêtres ouvertes, et entendre les gens qui parlent, qui se réveillent. Ça, c'est un truc, mais génial pour moi. On peut entendre des sons un peu extravagants. On sait que Marseille est une ville un peu extravagante. Alors, c'est quoi, vous, votre juron, votre gros mot favori? Putain. Vous le dites souvent? Tout le temps. Tout le temps. Moi, quand je le dis et que ça m'échappe, je dis à ma petite fille qui a 2 ans et demi, mais non, j'ai dit le lapin, parce qu'elle me dit, maman, il ne faut pas dire lapin. Mais parce qu'effectivement, ça m'échappe. Je dis, mais non, c'était le lapin. C'est quand la dernière fois que vous avez ri? Ah, c'est il n'y a pas longtemps. C'est, vous savez, en ce moment, je joue le diptyque de Simon Abkarian à la Absolument. cartoucherie. Et en fait, donc, quand on joue les 2 pièces, on fait les intégrales le samedi et le dimanche. Et la dernière fois que j'ai ri, mais que j'ai eu un fou rire, et ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, un fou rire sur scène, c'est samedi, parce que une de mes camarades de jeu, c'est pas gentil et c'est pas charitable, s'est cassé la gueule sur scène. Et ça fait toujours rire. Et ouais, voilà. Et voilà. Et comme j'étais sur scène avec elle et qu'il fallait jouer, et là j'ai eu un fou rire. Ça fait longtemps que c'est-à-dire qu'elle a fait. Vous voyez, il y a un canapé comme ça. Je suis assise sur le canapé et elle arrive derrière moi, mais moi je suis tournée comme ça, donc je l'ai vue arriver et d'un coup je l'ai vue disparaître sous le dossier derrière le dossier du canapé, et ça a été terrible pour moi. C'était pendant le spectacle? Pendant le spectacle, oui. Et en plus, le public s'en est rendu compte, donc du coup, le public s'est mis à rire. Enfin, j'ai eu un énorme fou rire. Voilà, ça, c'est la dernière fois que j'ai ri. Alors, moins gay, la dernière fois que vous avez pleuré? Montserrat Caballé. C'est le même jour, samedi. C'est quoi pour vous une bonne raison de se lever le matin? De manière générale, d'ailleurs, tous les matins, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever? De voir le ciel. Pas toujours bleu, hélas. Pas toujours bleu, mais c'est... Et plus le temps passe, plus c'est important pour moi. C'est-à-dire, vous voyez, je me lève, et la première chose que je fais, c'est d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les volets, et de regarder le ciel. C'est marrant, d'ailleurs. Vous voyez, vous me posez cette question, et c'est en vous répondant que je me rends compte de ça. C'est me lever pour voir le ciel. Maintenant, mes enfants sont grandes et donc elles habitent plus avec moi. Mais avant, c'était me lever pour voir mes enfants. Vous savez, quand je rentrais du théâtre le soir, qu'elles dormaient, j'allais dans la chambre, je posais ma main sur leur dos pour les entendre, pour les sentir respirer, cette espèce d'angoisse de mère complètement. Mais c'est normal. Et voilà. Et c'était un moment magique, quoi. Et le matin, quand vous avez les enfants à la maison le matin, c'est la chose la plus géniale du monde. Alors les enfants, c'est de manière générale un remède contre la déprime, mais au-delà des enfants, c'est quoi pour vous la solution, les jours où on a un coup de blues, où ça va moins bien? La musique. Beethoven. Ça La vous 9e. Ça vous ressource. La 9e à fond la caisse. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous font peur, des questions qui vous tourmentent? Beaucoup, je suis quelqu'un de très angoissé en fait. Donc le temps qui passe, ça me tourmente beaucoup, le temps qui passe. Parce que je me dis que je ne vais pas arriver à faire tout ce que je veux faire. Et je sais mon impuissance totale par rapport au temps qui passe. Je ne peux rien faire, vous comprenez? Ça, c'est un truc qui m'énerve. J'aime pas beaucoup être complètement désarmée devant un truc qui est plus fort que moi. Et pourtant, je sais qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup plus fortes que moi. Ça, c'est, oui, le temps qui passe. Qu'est-ce qui vous reste à faire précisément que vous n'avez pas encore fait et dont vous aimeriez accoucher, entre guillemets? Mais justement, des choses que je ne sais pas encore que je vais faire. C'est ça, vous voyez? C'est avoir toujours continué. Par exemple, j'ai pas souvent conscience de la manière dont on me voit. Moi, si vous voulez, j'ai toujours... Alors, c'est un peu bizarre, parce qu'en même temps, je suis tout à fait consciente de l'âge que j'ai, mais j'ai toujours 15 ans, quoi.
voyez, il y a des trucs à faire. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça, je pense que c'est de mon père qu'on le tient. Mes frères et moi, parce que je pense que mes frères sont comme ça. Notre père, jusqu'à la fin, il disait je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. De temps en temps, nous, on le regardait, on se disait mais complètement gaillard. Il a 80 ans, il faut qu'il... Non, non. Dans l'action en permanence. Oui, et surtout dans le rêve aussi. Dans le rêve. Et ça, c'est vrai que moi, je rêve beaucoup. Je rêve, je me dis, tiens, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on... C'est infernal. C'est ça qui permet d'avancer aussi, non? Je sais pas, je crois que ce qui permet d'avancer, c'est d'avoir un peu envie, enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est d'avoir un peu des moments comme ça où on est arrivé à faire un truc. Par exemple, quand vous jouez un spectacle et que d'un coup... Comme là, par exemple, avec le spectacle avec Simon, et comme quand, parce qu'on l'a fait quelques fois déjà à Avignon, le spectacle avec Didier, quand les gens vous disent, quand vous sortez du spectacle, ils vous disent « Ah, tu vois, j'étais pas bien là, puis là, ah bah là, tu vois, ça va mieux, quoi. » Ça, c'est génial. C'est apporter quelque chose. Oui, c'est le plus beau cadeau du monde, parce que c'est éphémère. Parce que chaque soirée, c'est une autre. Et les gens, ils vont bien avec quelque chose d'éphémère, avec des sons, avec un truc qui a duré 1 heure, 1 heure 1/4, et c'est fini. Et cette idée que justement tout est à reconstruire chaque soir, en tout cas au théâtre, c'est quelque chose qui vous enthousiasme, l'idée que c'est pas acquis, que chaque soir il faut les faire rêver, les embarquer. Ça c'est génial, ça c'est vraiment génial. Ça c'est parce que c'est un peu de l'orgueil, parce que vous vous dites, je suis un peu une magicienne, je vais, vous voyez. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Comment vous vivez justement la lumière des projecteurs? Vous parliez de cette saut à l'élastique, de ce côté un peu monté d'adrénaline. Mais comment vous le vivez? D'une manière très artisanale. Pour moi, c'est pas, comment vous dire, quand un projecteur s'allume, c'est pas un projecteur qui s'allume sur moi. C'est un projecteur qui va permettre aux gens de voir ce qu'on va raconter. Ensemble, avec toujours ce mot ensemble. Pas. J'ai très très peu d'ego. C'en est presque un défaut. Vraiment, c'est terrible. Vous me tendez une perche formidable. J'allais vous demander quel était votre plus grand défaut. Ce serait celui-là? Ouais. Celui-là, ouais, ça c'est un vrai défaut parce que dans mon métier, c'est vrai. Parfois, c'est un défaut. Vous voyez, j'en ai pas. J'en ai très peu. J'ai pas du tout besoin quand j'arrive quelque part, qu'on me considère comme... On se déroule le tapis rouge. Non, pas du tout. C'est plutôt une force, non? Parce que les gens qui ont beaucoup d'ego sont finalement assez malheureux quand ils sont pas... je crois qu'ils sont très très malheureux, oui. Donc c'est plutôt une qualité, non, qu'un défaut? Oui, je sais pas. Mais des fois, je sens bien que les gens me regardent d'une manière bizarre en se disant mais elle est pas comme... c'est bizarre comment elle est là. Et j'ai ça comme défaut. Et c'est presque un défaut, mon exigence. Parce que je suis très exigeante vis-à-vis des autres et terriblement vis-à-vis de moi. C'est un peu défaut quand même. C'est des défauts qui se rapprochent de qualité. Alors... Non, l'exigence, quand vous êtes très exigeant comme moi, c'est un défaut parce que du coup, par moment, vous ne laissez rien passer. Et il faut de temps en temps laisser passer des choses. Il faut être plus tolérant. Lâcher prise un peu. Ouais. Alors moi, je vois plutôt ça comme des qualités, mais alors vous, s'il fallait décrire vos qualités, ou votre principale qualité, du coup, ce serait quoi? Ma qualité, je peux être très drôle. Alors on est souvent assez exigeant aussi vis-à-vis des autres, précisément les défauts chez les autres qui vous inspirent le plus d'indulgence. Ce serait quoi? Ce serait vos propres défauts? La mauvaise foi. La mauvaise foi. Ah, ça me fait mourir de rire. Ça vous fait rire plus que ça vous Ça me fait rire parce que je vois tellement que c'est de la mauvaise foi que ça me fait rire. Je suis indulgente avec la mauvaise foi. Je suis indulgente avec la vanité. Parce que c'est tellement ridicule que... En fait, tous ces défauts-là, ça me fait rire. Je le montre pas beaucoup, hein, parce que sinon les gens après c'est très compliqué, ils se vexent. Normal. Mais la vanité, la mauvaise foi, et de toujours vouloir se mettre en avant. Vous savez, je vis un métier où beaucoup veulent se mettre toujours en avant, et c'est extraordinaire les trucs retors qu'ils trouvent pour se mettre en avant. Je suis fascinée, moi, par ça. Absolument fascinée. Et ça me fait rire. Mais ça me fait vraiment rire.
Si vous aviez une baguette magique, vous nous parliez tout à l'heure des fées, hein, si Ah comme oui, une je vis fée- beaucoup avec les fées Ah bah oui. et les fantômes, c'est vrai. Ça- C'est moins gay les fantômes déjà, mais, Ah, mais les fantômes, c'est gentil, vous savez, il ne faut pas avoir peur des fantômes. Les fantômes, c'est gentil. si vous aviez une baguette magique de fée, qu'est-ce que vous feriez avec cette baguette magique? Je ferai en sorte que tous les enfants du monde puissent aller à l'école. C'est tout. Est-ce qu'il y a un don de la nature, autre que ceux que vous avez déjà, que vous aimeriez avoir? J'aurais rêvé être ballerine, danseuse étoile. Vous allez souvent voir des ballets Non, pas souvent parce que j'ai pas le temps. Mais ça, c'est vraiment... J'aurais rêvé de faire ça. Quelle est la personne qui vous inspire le plus? Est-ce que c'est une danseuse étoile, justement, ou... La personne qui m'inspire le plus... morte ou vivante? Il y en a tellement qui... Il y en a tellement qui passent dans ma tête, vous voyez, au moment où vous me posez cette question. Je dirais Germaine Tillon et Françoise Héritier. Et on parlera aussi de Louis Aragon et d'Elsa Bien Triolet, et sûr. on va devoir effectivement Bien sûr. arrêter sur ces deux figures absolument mythiques que donc vous jouez au théâtre, hein, que vous donnez à entendre Voilà. des textes, On plutôt donne pour à être plus entendre précise, avec des Didier, textes avec Didier Bezas. Et Didier, il a une voix tellement belle qu'il faut venir l'écouter. Vous deux, en tout cas, voilà, c'est cette fameuse musique de chambre que vous évoquiez. Donc je rappelle le titre, hein, Il y aura la jeunesse d'aimer. C'est au théâtre du Lucernaire. Merci beaucoup de nous en C'est avoir moi qui parlé vous ce remercie. soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Merci. Au revoir.